Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Elles font partie des personnes les plus affectées par la crise sanitaire que nous traversons. Comment la vie reprend pour les plus âgés d'entre nous face au Covid-19, c'est notre dossier du jour. Et justement, on retrouve Evan. Salut Evan, tu es ce matin à l'EHPAD du Clos Saint-Martin à Rennes. Salut Anne Fonté. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, ce matin, je vous propose de passer un moment convivial et chaleureux dans un EHPAD. Voilà, on va passer une petite heure tous ensemble à parler et à échanger sur le contexte actuel. Et on commence avec vous, Monsieur Frangel, puisque vous êtes le directeur de cet établissement. Déjà, merci de nous accueillir. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Merci. Alors, on aimerait bien savoir comment est-ce que la vie reprend ici à l'EHPAD du Clos Saint-Martin après le confinement. Écoutez, le confinement, je pense que pouvoir dire que c'était difficile pour tout le monde, que ce soit résidents, familles et salariés. Et puis effectivement, on essaye de faire reprendre une vie un peu normale. Alors la vie normale, ça serait mieux encore, mais il faut encore attendre un peu. Je pense qu'on doit être tous vigilants. Et je crois pouvoir dire que les gestes barrières, c'est ce qu'il faut faire. Il faut les respecter. Voilà. Exactement, ça c'est vraiment très très important. Alors on va échanger. Bonjour mesdames. Bonjour. Je suis très très content d'être avec vous ce matin. Alors nous avons Béatrice. Béatrice, vous êtes représentante des familles. On va en parler dans un instant. Je ne savais même pas qu'il y avait des représentants des familles de résidents d'EHPAD. Merci. Et puis nous avons aussi Catherine, Geneviève. Vous avez le même prénom que ma grand-mère. Et Janine, juste ici. Merci d'être avec nous. Merci. J'aimerais déjà vous demander comment ça va en ce temps un peu tourmenté. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Et vous, Oui, on résiste, on prend le dessus. Geneviève? Moi, ça va, je résiste aussi. Oh, ça a l'air d'aller, vous. Ça va pas mal. Alors, Béatrice, vous êtes la représentante donc, des familles, je le disais. Ça veut dire quoi exactement et c'est quoi votre rôle ici au sein de l'EHPAD? Alors, je suis donc élue au Conseil de vie sociale du Clos Saint-Martin. Donc, je suis consultée je suis informée, consultée sur des sujets qui traitent de la vie courante du Clos. D'accord. Voilà, et du bien-être de nos chers parents. Et comment est-ce que vous le vivez, vous, ce contexte en tant que famille? Alors là, on vit beaucoup mieux. Mhm. Il y a eu des mois très difficiles, très douloureux. Et aujourd'hui, oui, on reprend des contraintes qui sont absolument légitimes et on reprend une vie normale. Lesquelles d'ailleurs? Parce qu'on entend, ça change assez souvent. C'est quoi actuellement les contraintes pour venir visiter un résident d'EHPAD? Alors, les contraintes. On va voir si vous connaissez bien votre leçon. Alors, il faut prendre rendez-vous. Donc on a fixé un rendez-vous, on arrive. Dès qu'on arrive, on se nettoie les mains, on met un masque, on prend notre température et on note nos noms et sur un registre, la personne visitée, qui est venue la visiter, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Effectivement, on ne peut pas venir comme avant. On a des horaires pour pouvoir venir entre 14h et 17h. D'accord. Voilà. Et alors, pendant le confinement, vous me disiez, mesdames, qu'il y avait même vos familles, vos petits-enfants ou enfants qui venaient en bas des balcons. Vous pouviez vous faire coucou? Oui, C'est vous, Janine? Moi, oui, j'ai eu le bonheur et la chance de voir ma fille et ma petite-fille en dessous de mon balcon. Et maintenant, ils ont le droit de venir me voir, comme dit la dame. Ma fille, elle vient avec son masque ou mon petit-fils. Ils vont dans ma chambre. Parce que moi, j'ai demandé à ce qu'on me fasse un millimélo. C'est-à-dire que c'est des photos où je vois mes petits-enfants. Mon mari, malheureusement, qui fait plus partie de ce monde. Mes enfants, mes petits-enfants. Et dans ma chambre, j'ai des photos de mes petits-enfants. Et vous, Janine, vous faites partie des résidentes connectées. Rapidement, vous voyez votre famille aussi via tablette. Oui, moi j'ai un ordinateur, j'ai pas de tablette. Ordinateur et SMS pour vous, Geneviève. Bon, on va continuer à discuter et puis, tous ensemble. Photo vidéo. Oui, SMS et tout ça. On va continuer à discuter tous ensemble. Moi, je vous propose de monter à l'étage. J'ai vu un jeu de Scrabble. Ça vous dit une petite partie? Ah, ça, c'est que j'ai jamais joué. Oh, je vais vous apprendre. Oui, Allez, on mais- se retrouve tout à l'heure. On va se faire une petite partie de Scrabble. C'est à Est-ce toi, que Anne mon Santé. esprit va marcher? Evan, mais oui, ça va aller. On continue à parler des aînés avec tous mes invités ce matin. Bonjour à toutes, ce plateau 100% féminin ce matin. Avant de vous entendre, on va regarder ces explications en chiffres et en images. Ah, je suis bloqué là. Tu veux pas demander à ta mère d'aller chercher Lison à l'école? Ça va pas la tête, c'est pas prudent du tout.
Tous les chiffres le montrent, ce sont les plus âgés qui restent les plus fragiles face au coronavirus. 49% des personnes hospitalisées ont plus de 75 ans, contre 7% seulement pour les 15-44 ans. Et plus de 70% des personnes décédées du Covid sont également âgées de plus de 75 ans. Alors qu'on compte plus de 10 000 décès Covid dans les EHPAD, face au rebond épidémique, de nouvelles mesures ont été adoptées fin août. Obligation de test dans certains cas, visites organisées en plein air et limitées à 3 personnes et à une demi-heure sont maintenant au programme. Pire, des EHPAD touchés par des contaminations referment leurs portes. Mais comment ne pas condamner les personnes âgées à un isolement cruel? Comment trouver le bon équilibre entre sécurité et liberté? De nombreux professionnels de santé alertent sur le syndrome de glissement qui fait plonger vers la dépendance, voire vers la mort, des personnes qui étaient autonomes avant d'être isolées. Personnes âgées, attention, fragiles. Alors il est vrai que l'on a rarement autant parlé des personnes âgées depuis la crise du Covid-19. Annick Raho, bonjour. Vous êtes présidente de la Commission fédérale personnes âgées pour l'ADMR 35, réseau qui propose des prestations sur mesure à la personne. Il était temps pour l'opinion de prendre conscience de la vulnérabilité des plus âgés d'entre nous? Oui, c'est dans le contexte épidémique, c'est un peu accru, mais bon, je crois que quand même, même auparavant, il y avait quand même une prise de conscience, mais comme tout était organisé, etc., bon, ça allait à peu près. Avec le Covid, avec l'infection Covid, il y avait donc, on nous a parlé beaucoup des risques des personnes vulnérables, des gens qui avaient déjà des comorbidités. Donc là, ils se sont un peu sentis stigmatisés. Oui. Hein. Ensuite, ça c'est assez, un peu. Je crois qu'au départ, ils ont perçu qu'ils étaient un peu montrés du doigt, etc. Et avec le temps, bon, ils ont vu qu'ils faisaient partie du lot de beaucoup de gens qui étaient aussi à risque. Docteur Théaudin, bonjour. Vous êtes directrice du Centre Bien Vieillir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient d'être dit sur la stigmatisation des personnes âgées dans cette crise du Covid ? Ah oui, je partage complètement ce point de vue. Et ce qu'on peut observer avec les personnes effectivement âgées, c'est que ça s'est quand même focalisé sur l'âge, la fragilité dont vous parlez et l'âge, et avec une tranche d'âge qui n'était pas obligatoirement non plus concernée par cette fragilité. Parce que justement, vous parlez de comorbidité, la fragilité c'est bien aussi des pathologies et c'est pas obligatoirement avec l'âge qu'on a des maladies. Et ça c'est pas obligatoire. Mais pour rebondir, ce qui était aussi intéressant, c'est que je pense qu'on connaissait déjà ça dans les territoires et qu'il y avait déjà des choses organisées pour les personnes les plus vulnérables, puisqu'il y avait aussi des fichiers dans les mairies, notamment je pense au plan canicule. Il y avait déjà effectivement un recensement de ces personnes vulnérables à domicile. Et la Covid, cette période liée à la Covid et à cette période de confinement a permis aussi de relancer tout un réseau qui fonctionnait bien d'alerte pour les personnes les plus fragiles. Justement, Annick Raho, qu'est-ce que nous a appris le confinement selon vous ? Alors le confinement nous a appris peut-être à se réapproprier son intérieur, à retrouver en soi peut-être des activités, des envies, des besoins. On s'est aperçu que certaines personnes qui avaient abandonné certains travaux manuels se sont remis à les faire. Et je crois qu'ils ont, même avec l'âge, ils ont réorienté leur mode de vie. Justement, on va parler activité. Martine Després, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Université du Temps Libre Bretagne. D'abord, rapidement, en quoi consiste l'UTL ? Je rappelle que c'est ouvert à tous. L'UTL de Bretagne regroupe 48 UTL et 23 000 adhérents sur l'ensemble de la région. Elle apporte des activités culturelles. On peut faire plein de choses, oui. On peut faire plein de choses, mais elle apporte aussi des activités physiques, puisqu'on y fait aussi de la gym, du stretching, beaucoup de choses. Et justement, comment vous avez géré pendant le confinement ? Ça a été aussi compliqué pour vous de maintenir ? Évidemment, on a respecté les règles générales. Nos UTL ont fermé. En revanche, la plupart ont négocié avec des conférenciers, des conférences, des vidéoconférences. On leur a envoyé des liens pour qu'ils continuent à regarder, à s'instruire un peu. Et ceux qui n'avaient pas du tout
d'Internet ou de messagerie. La plupart des UTL ont appelé leurs adhérents qui étaient éloignés, en difficulté, pour continuer à garder le lien social qu'on avait avant. Donc il y a eu rupture pendant le confinement, mais maintenant c'est reparti. Justement, on va parler de l'isolement. Alors pour protéger les plus âgés d'entre nous, la première arme, ça a été de les isoler. Docteur Théaudin, ça a créé des dégâts, l'isolement. Ah bah oui, ça certainement, mais c'était nécessaire. Il n'y avait pas le choix à ce moment-là, donc c'était important d'avoir cette période. On ne connaissait pas suffisamment de choses par rapport à cette infection, donc l'isolement et le confinement étaient nécessaires. Après, c'est vrai que l'impact sur la santé de cet isolement-là, c'est dans la durée que ça risque d'être plus problématique sur le plan de la santé, parce que sur la période elle-même du confinement, comme le disait effectivement Madame sur le plan de l'UTL, il y a eu aussi beaucoup d'appels de convivialité qui ont été faits par, enfin nous au centre on en a fait également, mais tous les partenaires en ont fait, les clics, les mairies ont pu contacter leurs aînés et prendre de leurs nouvelles, donc il n'y a pas quand même une rupture de lien social, je dirais pas que c'est ce mot-là, il y a eu, ça s'est figé en tout cas à un moment donné, et il y a quand même eu du lien social différemment, et vraiment les gens ont remonté pendant la période de confinement qu'ils étaient très étonnés de la solidarité et ils avaient un sentiment d'entraide, vraiment, donc ça c'est quelque chose qui était très, très positif. Annick Rao, comment vous avez essayé de rompre l'isolement, notamment ceux qui vivent seuls à domicile? Alors, pour rebondir sur ce que le docteur Théaudin disait, c'est vrai qu'au départ, il y avait des mesures absolument nécessaires à prendre, qu'il y a eu un état de sidération et où il a fallu se poser et où il y a eu des mesures assez drastiques dans le fait de ne faire que des soins essentiels, entre guillemets, de laisser les soins de confort. Mais très très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas possible parce qu'on allait à la catastrophe. Donc, au niveau du service ADMR, tous les plans d'aide ont pu être respectés. Donc, et comment on a pu limiter l'isolement, c'est-à-dire qu'on a redoublé de vigilance par le biais des salariés qui ont été justement assez étonnamment des grandes professionnelles. Elles se sont peu arrêtées. Après, on a eu des dégâts au niveau du mois d'août parce que je crois que là, il y avait de l'usure, mais elles ont été vraiment très à la hauteur. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est des solidarités autour des mairies, autour des voisins, avec aussi des réseaux sociaux, avec des voisins qui faisaient des listes, etc. Justement, on va retrouver Aurore Durdon. Bonjour, vous êtes directrice générale adjointe des solidarités à Quimper. Alors, comment s'est organisée cette solidarité dont parle Annick Rao dans votre ville? Bonjour, donc au niveau de la ville de Quimper, le CLIC a pu déclencher la liste des personnes vulnérables que l'on déclenche normalement pendant le plan canicule et un ensemble d'agents qui se sont portés volontaires ont pu appeler les personnes qui étaient inscrites sur cette liste. Il y a également une campagne de communication à destination du grand public pour permettre à des personnes âgées ou des personnes isolées de pouvoir s'inscrire sur cette liste. Et la liste a été relancée 3 fois pendant le confinement. On a également nos services de maintien à domicile qui interviennent auprès des personnes âgées. On a eu une reprogrammation de nos activités recentrées sur des activités dites essentielles dans les 15 premiers jours. Puis le confinement ayant duré, les activités essentielles ont été revues et les plannings ont été adaptés en fonction des besoins de nos usagers. Et justement, depuis le déconfinement, comment vous essayez de coller au plus près des besoins ? Alors, on a une réévaluation régulière du degré d'autonomie de nos personnes âgées. On a également le CLIC qui dispose d'une évaluatrice à domicile qui permet d'évaluer le degré d'autonomie et de mesurer si les services qui sont déjà mis en place ont besoin d'être revus ou adaptés. Et puis, on travaille avec le tissu associatif et notamment avec l'association des personnes âgées et retraitées de la ville de Quimper qui est conventionnée par la ville pour mettre en place un plan de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et on s'est appuyé sur cette association pendant le confinement, notamment au travers de l'action papotage, c'est-à-dire que des bénévoles de l'ARPAC ont pendant le confinement, mais aussi après le confinement,
identifié des personnes âgées isolées et les ont appelées régulièrement par téléphone. Et au déconfinement, ça a pu être doublé par des visites à domicile. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que c'est important de maintenir le lien social, docteur Théaudin. C'est fondamental. Oui. Le lien social est le facteur de longévité le plus important et de bonne santé. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la mort sociale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, qu'est-ce que ça revêt comme réalité ? Ça ne revêt pas vraiment une réalité humaine, la mort sociale. On n'est pas dans un rapport humain. L'humanité a besoin de réciprocité, donc on a tous besoin de liens interhumains. Donc, mais c'est vrai que la société actuelle nous éloigne les uns des autres avec tout l'avènement de la technologie qui va beaucoup plus vite que nous et qui va beaucoup trop vite pour les humains. Et les humains ont besoin de se recentrer sur des choses factuelles, sur des choses qui se palpent, qui se touchent, même si on est dans une situation avec la Covid où on ne doit pas, on doit respecter, mais je parle sur le plan philosophique. Et c'est vrai que c'est hyper important de maintenir ces rapports humains et interhumains et de repartir vers une vie sociale, qu'elle soit, puisque je voyais, on parlait de normalité, mais on n'y reviendra jamais à une vie normale, ça ne veut rien dire la normalité. Il s'agit maintenant de vivre avec cette réalité-là, mais je pense qu'on peut ressortir, et on le voit au travers des témoignages de tout le monde, de très bonnes choses sur le plan social. Et ce que vous voulez dire, c'est que les risques de décès inhérents ne doivent pas occulter les risques psychosociaux. C'est ça qui est important de saisir aujourd'hui, Annick Rao ? Oui. Bon, l'un ne va pas sans l'autre quand même. Moi, j'insisterai aussi sur les liens, pas uniquement sociaux au sens large, mais les liens familiaux ou les liens avec les proches. Parce que nous, on s'aperçoit que beaucoup de personnes très âgées n'ont plus de famille non plus. Mais ils ont recréé d'autres liens avec des proches, des voisins. Et ça, c'est à entretenir aussi. On revoit un petit peu nos relations sociales, en fait, un petit peu, Martine Desprez, avec le Covid-19 ? Oui, tout à fait. Tous les adhérents que je voyais dans la rue n'attendaient qu'une chose, c'est de revenir à l'UTL, justement, pour apprendre, mais pas uniquement. Pour voir les copines, pour les regroupements. Ils étaient très, très impatients. On a un petit peu perdu des adhérents, mais... À côté de ça, par exemple, je pense qu'on a dû perdre à peu près 20% d'adhérents. Quand même, oui. 20% de personnes qui ont eu peur, un peu plus frileux ou un peu plus en difficulté. Mais il reste quand même 80% des adhérents qui nous suivent. Donc ça montre bien un besoin. Un engouement, les gens ont envie de faire des activités. Des activités ou sportives. Et toute la question, c'est de leur laisser la liberté de choix, de pouvoir faire ces activités. Ouais, c'est ça qui me paraît, en tout cas, est essentiel. C'est vrai que après, c'est individuel. C'est à chacun aussi d'estimer le risque, parce qu'on parlait de l'âge. On n'a pas à décider pour les personnes âgées de dire vous n'avez pas à faire ci, vous n'avez pas à faire ça parce que vous êtes âgé, parce que ça comporte un risque. Ça, c'est important de lutter contre cette forme d'agisme. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est de pouvoir proposer un panel de choses avec cette situation sanitaire qui nous est arrivée, qui peut convenir à chacun, puisque des gens veulent effectivement refaire des regroupements, mais il y a des gens pour qui les regroupements, ça va être un peu trop anxiogène, parce qu'ils ont leur propre santé, ils évaluent leurs propres risques. Donc c'est effectivement fondamental qu'on puisse leur proposer un accès à de la culture, à de l'information sur la santé, à des bilans sur le plan de la santé aussi, bien sûr. Mais Aurore Durdon, vous nous écoutez ? Est-ce que vous partagez l'avis du docteur Théaudin sur cette liberté de choix ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que nous, on est partagé entre la liberté de la personne âgée de pouvoir avoir accès à toute une palette de loisirs et en même temps notre obligation de sécurité envers les personnes âgées et leurs familles. Alors j'ai une petite question un petit peu philosophique. philosophique. C'est trouver le juste milieu entre le degré de liberté. Ouais, il nous reste quelques secondes. Est-ce que finalement le Covid ne va pas nous obliger aussi à repenser la vieillesse dans notre société ? Parce que c'est vrai, vous parliez d'agisme. Tout à fait.
Il s'agit de permettre à cette tranche de population d'avoir accès à la même chose, quel que soit notre âge. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, mais peu importe. Ce qui compte, c'est effectivement d'avoir accès à la santé, à des activités, peu importe l'âge en question. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas que le principe de précaution, la gestion des risques viennent en priorité sur la santé globale. Ils changent d'activité, par exemple. Certains qui prenaient des activités type sportive l'année dernière ont voulu toujours être adhérents parce que c'est une ouverture aux conférences, mais vont prendre autre chose, des cours d'histoire, où il y a peut-être un peu moins de risques que prendre des cours de sport. Tout le monde peut s'adapter. Allez, on marque une pause. On va retourner du côté de l'EHPAD du Clos Saint-Martin où on le retrouve Evan. Il est costaud, hein. Et oui, on vous attend pour la partie de Scrabble. On est en pleine partie de Scrabble. Monsieur Frangel, vous nous accueillez dans un salon de l'EHPAD. C'est assez cosy comme endroit. C'est quoi le but de cette salle ? En fait, l'idée, c'est d'avoir des salons un petit peu partout. On a 3 salles d'animation et puis on a 3 salons à chaque étage. Vous voyez, on peut se retrouver pour jouer au Scrabble, lire, un espace pour les enfants. En fait, c'est pour y vivre. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, mesdames, c'est que ce qui est très important pour vous, c'est aussi le fait que vous ayez ce lien avec l'extérieur, avec les familles qui peuvent venir sous réserve de respecter les gestes barrières. Et d'ailleurs, vous êtes toutes les 3 des ferventes défenseuses, je ne sais pas comment dire, du masque. Parce qu'ici, le masque n'est pas obligatoire pour les résidents. Mais pourquoi est-ce que vous avez envie de le porter ? Ah bien, écoutez, c'est une habitude qu'on prend. On se met à la page des... on nous dit qu'on nous protège quand les autres mettent un masque. Nous, on essaye de protéger les autres aussi. Non, mais nous, c'est venu... moi et Madame Desbois, c'est venu instinctivement. Moi, le matin, je fais ma toilette et tout ça, je me mets, je descends en bas, je regarde ma télé... Le gardez pas pour vous brosser les dents, c'est compliqué. Non, mais c'est pour dire que, voilà. Ni pour manger. Nous, on descend à la salle avant de manger, on a le masque. Tout à l'heure, en attendant notre tour dans l'émission, vous me disiez l'importance aussi du lien avec les familles, mais aussi avec le personnel de l'EHPAD. Ah oui, absolument. Ils sont charmants, ils sont dévoués. Enfin, ils ont toutes les qualités qu'on peut trouver chez ces choses-là de personnes. Et pendant le confinement, c'était... Pareil. Pareil. On a été très bien soignés. Moi, personnellement, j'ai été très bien soignée. Même c'était un réconfort de les voir aussi attentifs et... Pareil. Et près de nous, dévoués, c'est sûr. Toujours pour rendre service. Oh, oui. Qu'est-ce que ça change, le fait d'être dans ce contexte-là maintenant ? Est-ce que ça change des choses dans votre quotidien maintenant qu'on est déconfiné ? Et que vos familles peuvent quand même venir, est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont changé ? Oui, moi personnellement, je vois souvent ma fille et ma petite fille. Et c'est vrai que même au début, ils étaient, comme je disais tout à l'heure, en dessous de ma fenêtre. Mais là, ma fille, elle peut venir dans le jardin, donc il y a quelque chose à respecter. On ne passe pas dans le couloir, comme m'a dit Madame Gaëlle, la directrice. Il faut passer dans le jardin, carrément. Et pour aller par exemple à un rendez-vous médical, comment ça se passe ? On commande un VSL pour nous amener, mais c'est après on est confinés là. On est confinés 14 parce qu'on a rencontré potentiellement des... Je dis que c'est un rendez-vous médical, mais c'est ma fille qui va venir me chercher, et puis après, comme on dit, on sera confinés quand même. Voilà. Et qu'est-ce que ça change aussi pour les repas ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place ? Vous pouvez quand même avoir ces moments conviviaux avec vos voisins ? On mange dans nos chambres. Ah, le soir. Ah oui, le soir, pardon, oui. Ah, le soir. Non, on mange je vous disais, le midi, c'est tous ensemble, enfin tous ceux qui sont pas confinés, nous apportent à manger, il n'y a rien de... Ah oui, si jamais on est confiné, on mange à midi dans nos chambres. Mais là, actuellement, vous pouvez encore manger avec les autres. Ah oui, tant qu'on n'est pas... Oui, très bien. Et alors, vous avez une mascotte ici à l'EHPAD du Clos Saint-Martin, c'est un petit hamster. Non, c'est un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde, autant pour moi. C'est la mascotte. Dont le personnel s'est occupé pendant le confinement, c'est ça ? Oui, alors, moi je m'en occupe le matin et le soir. Donc tu donnes à manger. C'est bien. Et puis je change la niche quand il faut. Bon, et vous savez quoi, on a une partie de Scrabble à continuer. Et moi j'ai trouvé un mot, Evan, comme mot. Je sais pas si on a le droit de faire ça, c'est mon prénom. Non ? J'ai le droit ? Attention, c'est un petit tricheur, notre Evan. À tout à l'heure, Evan. On va parler maintenant d'une pratique qui s'est largement développée depuis le confinement. De nombreuses personnes ont fait des courses pour leurs voisins, souvent âgés. Et si vous aussi vous souhaitez le faire, voyez la marche à suivre.
Elle fait comment, la dame du deuxième, pour ses courses? Et si on lui donnait un coup de main? Pendant le confinement, beaucoup ont proposé leur aide aux personnes âgées. Le kit Voisins solidaires a même été téléchargé 1,5 million de fois pendant le confinement. Mais depuis, l'élan est retombé. Et pourtant, de très nombreuses personnes âgées ont toujours besoin d'aide. Faire les courses pour eux les protège de l'épidémie. Bien sûr, en respectant tous les gestes barrières. C'est ce que fait Guillaume, 26 ans, étudiant. Je me suis engagé auprès de l'association Mont-Émile depuis le début de la crise du Covid, à raison de 2-3 fois par semaine. Engagement que je continue d'ailleurs jusqu'à présent, notamment pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, pour les aider dans leurs tâches du quotidien, que ce soit pour aller faire les courses, l'achat de produits pharmaceutiques ou de rompre leur isolement. Et ça a été un exercice qui a été très gratifiant pour moi parce que j'ai pu leur redonner le sourire et faire quelque chose de bien pour la société. Si vous voulez passer à l'action, sachez que de nombreuses associations cherchent des bénévoles. Vous pouvez aussi contacter votre mairie, le gardien de votre immeuble ou directement vos voisins âgés. Voilà, c'était notre idée du jour. Coup de projecteur maintenant sur cette initiative qui nous emmène une nouvelle fois à Quimper où l'on retrouve Virginie Bohennec-Gourmelin. Bonjour, vous êtes responsable du CLIC de la ville. Vous avez lancé récemment des cours de cuisine, c'est ça ? Oui, en effet, on a mis en place en partenariat avec la Fondation Ildis et Défi Santé Nutrition des cours de cuisine à destination des retraités au Centre social des abeilles, donc sur la ville de Quimper. Quelles sont les motivations des participants à ces ateliers ? Alors, je pense que les participantes, parce que dans ce groupe-là, il n'y a que des femmes, c'était avant tout de retrouver en fait les copines après le confinement. Il y en a quelques-unes qui se connaissent, d'autres qui viennent des communes environnantes de Quimper. Donc, c'était, je dirais, au-delà d'avoir des techniques culinaires, c'était avant tout de retrouver du lien social et de pouvoir échanger avec des copines. Madame, des prêts acquiescent de la tête, une petite réaction. Non, le lien social, rencontre avec les copines, je crois que c'est le but de tout le monde. Hein. Alors l'alimentation participe grandement au bien-être de tous. Vous aussi, docteur Théodin, vous proposez au Centre Bienveillir des ateliers culinaires. C'est souvent un aspect qui est négligé, l'alimentation, chez les plus de 50 ans. Avec le programme national nutrition santé, ça l'est quand même un petit peu plus avec tout ce qu'on a vu comme battage. Mais ce qui est surtout important aussi chez les personnes âgées, on entend toujours de l'alimentation, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Mais il s'agit aussi de lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Parce qu'on est bien effectivement sur ce versant-là, sur la dénutrition protéique. Mais c'est vrai que je rebondis aussi sur le côté des ateliers. C'est vrai que les gens ont envie de sortir de chez eux et ont envie de refaire des activités et en toute sécurité. Parce qu'il y a aussi cette question-là. Et aujourd'hui, on devrait pouvoir proposer dans toutes les communes des ateliers, des activités collectives de cette nature, de prévention. Et les caisses de retraite en font aussi de manière itinérante, à laquelle on fait partie de la coordination régionale des actions collectives de prévention avec les caisses de retraite et l'interrégime. Et c'est vrai qu'il est vraiment indispensable que les collectivités puissent mettre en place ce genre d'atelier en toute sécurité. Et justement, Virginie Bohennec-Gourmelin, vous proposez d'autres types d'ateliers à la ville? Oui, on a repris également les ateliers d'activité physique adaptée qui avaient commencé avant le confinement, donc qui avaient débuté en février sur le quartier de Pénars à Quimper, et on a pu les remettre en place donc en septembre en tenant compte des gestes barrières. Et les personnes ont souhaité revenir à ces ateliers-là dès qu'on a pu les remettre en place, en fait, dès que la salle nous permettait de reprendre les activités en toute sécurité. Alors, on va parler aussi de la préservation de l'autonomie, parce que c'est aussi un champ important. Comment vous accompagnez, vous, à la DMR 35, les personnes dépendantes, mais qui peuvent encore continuer à faire des activités de la vie tous les jours Alors, pendant la période du confinement, on avait pris la disposition suivante, c'est-à-dire qu'on allait faire les courses pour eux et eux, ils restaient à la maison. Et depuis le déconfinement, on a repris progressivement à ce qu'ils accompagnent les salariés pour qu'ils fassent une sortie, bien sûr, avec tous les gestes, toutes les mesures barrières. Sinon, on incite beaucoup les salariés à sortir les bénéficiaires dans leur jardin ou faire une promenade dans la rue et à les restimuler pour reprendre certaines activités peut-être un peu délaissées.
mais ça fait partie vraiment du plan d'aide, le maintien de l'autonomie à travers aussi bien les gestes physiques, mais aussi toutes les animations intellectuelles, lecture du journal, stimulation à discuter d'une émission, etc. C'est vrai que quand on parle personnes âgées, on parle tout le temps de dépendance. Et en fait, il y a vraiment un champ d'action autour de la préservation de l'autonomie. Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de personnes âgées autonomes que de personnes âgées dépendantes. Oui. Donc, et ça, on a souvent tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on est aussi sur une stigmatisation toujours de l'âge comme étant obligatoirement une entrée dans la dépendance et dans effectivement des structures d'hébergement, alors qu'on a énormément de personnes âgées qui sont seules à domicile et qui sont très âgées pour le coup, et pour qui il faut absolument leur proposer des choses pour maintenir leur autonomie. C'est un petit peu le credo de l'UTL. Nous, notre population, c'est vrai, c'est une population en dessous. C'est-à-dire une population qui est active, qui veut apprendre, qui peut sortir. Non, nous ne voyons pas du tout les gens qui sont extrêmement dépendants. Mais je voulais juste une petite chose, revenir sur les protocoles. Il faut savoir que dans toutes nos associations, nous tous, on a établi des protocoles. Théoriquement, tout est balisé. On respecte les distanciations, on respecte les gestes barrières. En principe, on a limité vraiment tous les risques de problèmes avec la Covid. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir dans nos associations. C'est un appel qui est lancé. Le risque, il n'est pas là. Ouais. Le risque, il est ailleurs, mais pas dans nos associations qui sommes soumis à des règles strictes. J'imagine que Virginie Bouanet-Gourmanin, vous partagez l'avis de Madame Després. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on a repris les activités, quand on a remis en place ces actions-là, on s'est questionné en effet sur le protocole à mettre en place, et c'est vrai qu'on a pris le maximum en fait de sécurité sur la mise en place, de précautions. Là, pour l'activité cuisine, par exemple, on a demandé aux personnes de venir évidemment avec leur masque, mais aussi avec leur économe, leur planche à découper, leur torchon, pour essayer de limiter les risques. Mais c'est important en fait de remettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous depuis Quimper. Et à noter que jusqu'au 11 octobre se tient la Semaine bleue en l'honneur des personnes âgées. Rendez-vous sur le site internet pour découvrir les actions et activités organisées sur le territoire breton à cette occasion. On passe maintenant au volet emploi. On vous propose ce matin de vous plonger dans le quotidien d'Ange Lucien, sa profession géomètre. Voyez son portrait. Donc là, je règle la résolution. Je vais mettre une résolution de 6 mm à 10 mètres. Donc ça veut dire que l'appareil va prendre un point tous les 6 mm à une distance de 10 mètres. Donc je m'appelle Ange Lucien Guidicelli, j'ai 35 ans et je suis géomètre topographe. À la base, je m'étais engagé dans l'armée, dans la marine nationale. J'étais navigateur timonier embarqué à bord de sous-marins. J'étais chargé de tracer les routes sur les cartes. J'ai exercé ce métier pendant 5 ans et j'ai souhaité me reconvertir. Donc j'ai retrouvé dans le métier de géomètre et la responsabilité et l'autonomie et la rigueur que j'avais apprécié à bord des sous-marins. Là, l'instrument est installé. On va le buller pour définir donc la verticale et l'horizontale. Et ensuite, on va le paramétrer. Alors concrètement, on est des professionnels de la mesure, donc on se déplace sur des immeubles, on procède à des mesures et après on fait des représentations graphiques de type plan ou modélisation 3D. Donc là, on va aller au bureau, on va extraire les données de l'appareil, les calculer et montrer les résultats sous forme de plan qu'on va livrer au client. Donc, ce que j'aime dans le métier, c'est vraiment pas une journée ne ressemble à une autre. On va vider les données. Donc là, je me trouve sur la terrasse qui est ici, donc on a dessiné en plan. Grâce à ces plans, l'architecte va pouvoir réaliser donc, son projet architectural en toute sérénité. J'ai pris une ref éloignée là au bout de la rue, donc ça c'est la plus lointaine. J'ai tendance à observer tout un tas de détails architecturaux quand je me promène. Un immeuble qui a du fruit par exemple qui va pencher, ça me saute aux yeux en fait. Alors que par exemple je peux me promener avec une personne,
Je vais lui montrer, la personne ne va pas voir que l'axe de la façade n'est pas vertical, par exemple. Ouais, c'est une déformation professionnelle. Et Olivier Chilou nous a rejoint. Bonjour Olivier, vous êtes conseiller Pôle emploi à Rennes. Alors on vient de le voir, le géomètre est un maillon essentiel dans tout projet d'urbanisme et d'aménagement. Et pourtant, ces missions sont capitales. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Pôle emploi, agence de Rennes-Ouest. Alors quelles sont les missions du géomètre? Alors, le géomètre, comme l'a expliqué l'intervenant tout à l'heure, on va dire en très gros résumé, son objectif, c'est de réaliser des plans et des cartes, en allant déjà d'une place sur le terrain pour faire des relevés topographiques, pour prendre des mesures, délimiter des terrains, et ensuite retourner à son bureau pour pouvoir faire des retours directement en utilisant les outils informatiques principalement. Et quelles sont les formations qui existent pour apprendre le métier? Alors les formations, ça commence au niveau bac. C'est un des intérêts de ce métier, c'est qu'on peut le commencer très rapidement avec un niveau d'études à niveau 4. Vous avez tout d'abord le bac technicien pro, technicien géomètre topographe, pardon, et ça va aller jusqu'au bac plus 5 ingénieur topographe. Et dans quel type d'entreprise peut exercer un géomètre? Alors, le géomètre peut intervenir déjà d'une part dans des cabinets de géomètres, il peut intervenir également dans le secteur public, ainsi que dans des bureaux d'études ou des entreprises du bâtiment. Une petite indication sur les salaires pratiqués dans la profession? Alors, à titre d'exemple, si vous avez par exemple un bac plus 2, vous pouvez démarrer à 1 750 € brut environ. Et un dernier conseil pour ceux qui souhaitent postuler? Alors, le métier de technicien géomètre topographe, il a une particularité, c'est qu'on le connaît parce qu'on les voit régulièrement travailler au bord des routes, et des fois on se demande un peu ce qu'ils font là avec leurs appareils curieux, mais dans la réalité, c'est un métier qui est assez peu connu, les gens naturellement ne vont pas vers ces métiers-là, ils n'ont pas ce réflexe-là, donc petit conseil, prenez le temps de vous informer, et puis pourquoi pas solliciter votre conseiller Pôle emploi. Et c'est un métier plutôt masculin ou féminin? Je me pose la question. C'est mixte, c'est pour tout le monde. Après, on est sur des filières qui sont plutôt orientées scientifiques. On sait que les garçons vont plutôt vers les sciences, mais c'est tout à fait mixte. Merci beaucoup Olivier Chilou pour toutes ces informations. À bientôt. Au revoir. Et puis, comme d'habitude, je vous propose de découvrir notre conseil du jour. Arthur Pertigoz aborde aujourd'hui l'entretien d'embauche. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Entretien d'embauche, ai-je le droit de poser des questions? C'est un droit, mais c'est surtout un devoir. Un recruteur termine toujours un entretien en demandant si vous en avez. Alors soyez prêts pour ne pas être déstabilisé. Potassez les infos disponibles sur l'entreprise afin de poser des questions pertinentes et précises, pour être sûr d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Mais attention, le recruteur devancera peut-être certaines de ces interrogations au cours de l'entretien. Alors faites une liste d'une bonne dizaine de questions sur le poste, les perspectives d'évolution, l'ambiance dans l'entreprise, dans laquelle vous pourrez piocher 2 ou 3 sujets qui n'auront pas encore été abordés. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Allez, on revient à notre dossier du jour, les aînés face au Covid, comment la vie reprend-elle? On retrouve Evan à l'EHPAD du Clos Saint-Martin à Rennes. Et oui, nous sommes chez Monsieur Loisange. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir dans c'est votre nouveau chez vous. Vous pouvez nous faire une petite visite? Oui, il y a un balcon, pas sur la mer, mais sur les... Sur le parc. Vous avez votre bureau aussi parce que vous êtes un ancien garagiste. C'est ça. Donc vous avez encore des papiers à faire. Oui, et puis moi je suis toujours dans la mécanique. Ah oui, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je bricole, comme on pourrait dire. Comment est-ce que vous occupez vos journées? Elles sont trop courtes. Ah oui? C'est vrai, vous êtes débordé? Qu'est-ce que vous faites dans vos journées? Moi, j'ai commencé à 14 ans. Donc, si vous voulez, la mécanique, pour moi, c'est ma vie. Mmh. Et alors, vous avez, dans l'EHPAD du Clos Saint-Martin, votre femme qui y vit un étage en dessous? Juste à côté. Oui. Et pendant le confinement, vous aviez le droit de vous voir? Oui. Et vos enfants, ils viennent? Oui. Comment est-ce que vous gardez le lien avec eux? Vous avez un ordinateur? Non, ma femme s'en occupe de l'ordinateur. Moi, je ne m'occupe pas de l'ordinateur. Hein. Il habite de l'autre côté de Rennes. Alors, il vient assez souvent, il connaît bien la route.
Bon, bah super. On va aller voir maintenant Monsieur Frangel. Monsieur Frangel, vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent, notamment pour les familles et aussi pour le personnel de l'EHPAD. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, on parle souvent des gestes barrières, puisqu'il faut les respecter. Beaucoup de familles respectent les gestes barrières, et c'est ça qu'il faut le dire. Donc, les gestes très simples, moi, j'ai envie de les rappeler parce que c'est important. Le gel hydroalcoolique, le port du masque et bien sûr la distance. Donc, effectivement, ça peut être compliqué quand on vient voir son parent. Mais c'est très important. Mettre un masque et mettre du gel sur les mains, franchement, il y a pire. Oui, mais la distance, si vous voulez, parfois, on a envie de prendre ses parents dans ses bras. Et donc, je comprends que les familles soient un peu frustrées. Comment vous appréhendez la suite ? En fait, le Clos Saint-Martin est un établissement ouvert. On avait des résidents qui invitaient leurs parents, leurs enfants à des repas, effectivement, en fait, les anniversaires. C'est vrai que ça manque beaucoup et on aimerait vraiment que ça puisse revenir assez rapidement. Donc, moi, j'ai envie de dire à toute la population, respectons les gestes barrières pour que le virus, il s'en aille. Il va s'en aller un jour ou l'autre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Monsieur Loisange, de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très, très vite. Anne Fontet, bonne journée. C'est à moi. Merci beaucoup, Evan. Avant de se quitter, j'aimerais juste qu'on revienne sur un mot qui a été prononcé par les résidentes au début de cette émission. Elles ont parlé de résister. C'est aujourd'hui ça le message qu'il faut faire passer. Oui, Docteur Théaudin. Mais dans le bon sens du terme, parce que c'est bien dans l'adaptation. Donc résister, c'est pas aller contre, mais c'est aller vers. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut résister. Ouais. Comment résister, Madame Després ? C'est de continuer à prendre des cours, continuer à aller aux conférences, continuer à s'informer, continuer à vivre en fait, parce que il ne faut pas s'arrêter. Annie Krause, elle allait avoir le mot de la fin. Alors, avancer en s'adaptant, c'est ce qu'on a fait depuis 6 mois et c'est ce qu'on continue à faire. Et donc, je voulais aussi rajouter la seule chose, c'est que nous avons remarqué que cette épreuve a resserré les liens des bénéficiaires avec les salariés. Ils se sont rendus compte que c'était un élément important dans la chaîne du maintien à domicile. Et bon, j'espère que ça va valoriser un peu nos salariés, donc qui en ont grand besoin. Et puis il y a un mot aussi, la résilience, je crois. Cette épreuve nous amène à être plus résilients et être plus solidaires. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages et toutes les informations. Merci à l'EHPAD du Clos Saint-Martin de nous avoir accueillis ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà terminé. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Très belle journée sur France 3 Bretagne.